Euh, j'ai lu récemment sur Twitter que Yuan Yang, qui travaille chez OpenAI, annonçait la création d'une unité spécialisée. Et donc en fait, elle change de poste. Avant, elle travaillait sur la partie comportement des modèles, modèle behavior. Et là, maintenant, ça va être sur, disons, des interfaces un peu originales ou nouvelles, des manières d'interagir avec les modèles de langage qui seraient différentes et mieux adaptées que du multiterme. Euh, Moi, je ressens ça, enfin, ma perception de ce truc-là, c'est un peu à double tranchant parce que ça me confirme dans ce que je fais et en même temps, ça m'inquiète un peu parce qu'ils ont des moyens que j'ai pas et du coup, je voulais marquer un petit peu euh, disons je voulais marquer un petit peu mon travail avec cette contribution à Internet. Et parce qu'en fait, moi, je suis convaincu depuis très longtemps que les modèles sont déjà très puissants et qu'en fait, c'est plus une question de contrôle et effectivement d'interface et que voilà, le multi-turn simplement via une chatbot, une chatbox, en fait, c'est pas du tout la meilleure façon d'interagir avec ces modèles. Au contraire, à mon avis, ça freine très largement l'efficacité de ces modèles. Et du coup, j'ai un concept là que je voudrais présenter. Donc, c'est pour faire du code, c'est pour produire du code avec des modèles de langage. Et je suis un petit peu. Et donc, typiquement, lorsqu'on regarde un petit peu comment les modèles de langage sont utilisés actuellement pour produire du code, moi, le spectre que je vois, c'est le suivant. Ça va de je donne rien au modèle et je veux juste faire un prompt en espérant que, grâce à ses connaissances et à son post-training sur des données spécifiques, ils sont en mesure de produire exactement ce que je veux. Donc, vibe coding pur, quoi. Voilà, donc voilà, on pose une question au modèle, c'est le modèle qui produit. Ce spectre il s'étend donc de cet aspect-là de vibe coding jusqu'à des approches un peu plus, enfin, disons avec un peu plus de contexte, où on va lui donner le code existant en espérant qu'il fasse le travail. Bon, à mon avis, ces deux approches-là, elles sont pas du tout optimales, hein, les extrémités sont pas du tout optimales. Parce que lorsqu'on fait juste du vibe coding, ben en fait, ok, ça fait une application parce que le modèle l'a vu 1 million de fois. Par contre, dès qu'on va vouloir itérer et ainsi de suite, ça se casse la figure. Il y a plein d'histoires horribles à qui ça arrive, enfin, dans lesquelles les gens racontent ce qui leur est arrivé. Un peu plus à droite, on va avoir des façons d'injecter un petit peu d'expertise domaine. Donc ici, par exemple, Lovable, c'est un exemple assez euh, représentatif de cette logique. Ça veut dire, on sait comment on construit une appli, donc il y a un certain nombre de choses à faire, et donc on va avoir un routeur qui va interpréter la demande d'utilisateur dans un certain contexte et la dispatcher sur différentes tâches pour construire des modules qui ensuite peuvent être réassemblés. Euh, Si on se rapproche un peu plus de l'utilisation de tout le contexte, on va avoir des outils comme Cursor, donc plutôt enfin, agent, où voilà, le modèle il a une construction de contexte qui est un peu plus intelligente et qui est dynamique. Ça, c'est des choses que moi aussi je fais depuis longtemps en fait. Donc on va avoir une construction de contexte qui est un peu plus dynamique et on peut donner des règles plus explicites au modèle via des fichiers et ainsi de suite. Voilà, à mon avis, c'est beaucoup plus puissant. En revanche, il y a toujours problème en fait côté agentique qui fait que des fois on peut avoir des problématiques en production qui sont dangereuses. Et lorsqu'on le fait, à mon avis, trop, il y a une dette technique qui augmente et je pense que ça peut poser des problèmes plus tard. Enfin bon, bref, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais en gros, voilà, globalement, euh, il y a tout un spectre d'approches, tout un panel d'approches. Et ce qui est systématiquement en commun, je trouve, c'est qu'on fait les updates via en fait, un prompt. On demande via du texte un prompt. Mais moi, je ne suis pas sûr que le prompt, ce soit la meilleure façon en fait, de fournir du contexte. Je pense que c'est un petit peu différent. Voilà, je pense que voilà, il y a tout un contexte très implicite quand on écrit du code ou du manière générale quand on réalise une tâche et je suis pas sûr que en fait dropper tout le contexte dans la fenêtre contextuelle du modèle et écrire un prompt soit toujours optimal et je pense qu'il y a des tâches qui peuvent être adressées de manière un petit peu différente. Et récemment j'ai eu l'idée suivante. En fait c'est donc inspiré de Substance Designer, donc quand j'étais un peu plus il y a quelques années, je faisais beaucoup de prototypage de jeux vidéo et à l'époque en fait j'adorais utiliser Substance Designer. Et Substance Designer, en fait, l'idée c'est de partir de primitives toutes simples, donc par exemple du bruit, enfin des fonctions mathématiques qui permettent de générer du bruit, des primitives, des formes, des gradients et ainsi de suite. Enfin, il y a tout un tas il y a une librairie de fonctions qui permettent de générer ces primitives. Et ensuite, on va appliquer des transformations à ces primitives, donc incrémentales. Ça veut dire je prends un élément, je vais par exemple voilà, ici faire un déplacement ou le wrapper, appliquer un gradient et ainsi de suite. Et après, progressivement, par exemple, je vais faire un tiling. Et en fait, la composition de ces éléments, à la fin, permet d'obtenir des matériaux qui sont franchement impressionnants.
voilà, qui permettent effectivement d'obtenir des matériaux qui sont vraiment très impressionnants, des fois extrêmement réalistes. Et je trouvais ça vraiment déjà super intéressant à faire. Et puis je trouvais la construction aussi très intelligente. Et en fait, mon idée, c'est de faire la même chose. Donc, j'ai reproduit un petit peu le moteur de Substance. Mais cette fois-ci, ce que je manipule, ce ne sont pas des images, ce sont des fonctions. Parce que justement, en fait, on peut avoir on peut avoir des fonctions, soit qui impliquent de l'IA, soit par exemple des arbres syntaxiques, qui vont manipuler justement ces fonctions. Et donc, en fait, les opérations qu'on va faire, bah, ça ne va pas être du wrapping ou du tailing ou ainsi de suite, mais ça va être des opérations sur les fonctions, qui peuvent être des fois réalisées par l'IA générative. Et en fait, c'est une façon, du coup, en fait, en manipulant ces primitives et en passant les flux de données comme ça, on va avoir un contrôle du contexte qui est en fait chirurgical et qui permet d'éviter tous les trucs où le modèle il fait ok, ben, je vais supprimer une base de données en production, comme ce qui s'est passé avec Replit, il va faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Et puisqu'on connaît les primitives, et qu'on peut choisir le contexte, en fait, on peut guider le modèle avec plus de précision et par exemple avoir plus de chances, augmenter les probabilités pour que le modèle respecte la logique du code ou d'une certaine base de code, ainsi de suite. Et je peux utiliser mes connaissances de la code base, parce que moi je continue à espérer, à croire que pour disons, l'avenir visible, prévisible, on va continuer à savoir ce qu'il y a dans les bases de code. Ou du moins avoir une vague idée de comment elles fonctionnent. Voilà, et donc je pense que, voilà, donc du coup j'ai reproduit ça et c'est ce que je vais montrer. Et donc pour illustrer un petit peu ça, donc encore c'est une version un peu préliminaire, donc c'est pas aussi propre que je voudrais, mais c'est pour montrer le principe. Pour illustrer ça, je vais prendre un cas très pratique pour moi, c'est sur la toile. En fait, dans la toile, il y a plein d'outils, plein d'heuristiques, j'ai fait la démonstration déjà de quelques-uns de ces éléments. Et en fait, jusque maintenant, la logique, au début j'ai fait ça, puis après c'est resté parce que je travaille sur autre chose. La logique, c'est donc en fait chaque outil reçoit le chemin en fait des données stockées, enfin de la base de données, à savoir ici tous les nœuds qui sont présents, tous les nœuds dans le canvas. Et du coup en fait on va faire des opérations sur ces nœuds-là, on va aller chercher des informations sur internet, on va créer des nœuds et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on crée un nœud, c'était une mauvaise idée quand je l'ai fait, mais c'est comme ça. En fait je fais une mise à jour des données sous-jacentes, mais par contre je réécris tout le fichier. En fait, quand je suis en train de travailler, c'est quand je lance une fonction, si je fais quelque chose entre le moment où je l'ai lancé et le résultat, en fait, ça sera effacé parce que du coup, la mémoire de la donnée, elle va être entre les trucs. Et donc, en fait, à chaque fois, je réécris le fichier automatique, complètement. Ça fait que du coup, c'est bien maîtrisé là-dedans. Par contre, c'est très pénible quand on travaille. Et du coup, les outils, maintenant, il y en a, je sais pas, il doit y avoir une cinquantaine d'heuristiques, plusieurs outils et tout, dans plusieurs fichiers. Voilà, j'ai pas forcément envie de tout faire à la main, donc la question c'est est-ce que je peux faire ça avec cette idée-là de graphe de calcul. Du coup, c'est ce que je vais montrer. Ok, donc ça ressemble à ça, donc c'est toujours des canvas. Et donc pour expliquer un petit peu la logique, je vais partir d'ici. Donc dans la toile, il y a une heuristique qui s'appelle Quick. Et cette heuristique, en fait, c'est juste faire intervenir, je l'ai déjà présenté dans une vidéo, c'est juste faire intervenir l'IA sur un contexte qui est choisi. Donc je vais choisir un nœud, je le passe en vert pour dire que c'est un nœud cible, et ensuite je vais avoir une heuristique qui s'appelle Quick, je pose une question dedans et j'applique le nœud. Et donc Quick, elle répond à la logique que j'ai présentée précédemment, à savoir, je peux appliquer Quick sur plein de nœuds, mais si je fais quelque chose pendant que c'est en train de s'appliquer, ça sera supprimé. Voilà, donc ici j'ai un nœud qui va chercher une primitive. Mais en fait, ici la primitive c'est la fonction. Donc en gros, je lui dis dans un module qui s'appelle quick_heuristic, c'est le nom de mon fichier, c'est le nom du module, il y a une fonction qui s'appelle quick. Et donc ce nœud-là, il va juste récupérer la fonction. Voilà, et donc en fait, l'architecture sous-jacente, le graphe de calcul sous-jacent, là il est chargé avec une primitive qui est en fait une fonction. Donc ensuite, il y a une opération qui s'appelle variation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, écoute, voilà la fonction, et tu vois la fonction quick, et maintenant, en fait, cette fonction, il faut qu'elle soit modifiée pour que on ait, en fait, je fais appel à une fausse fonction qui n'existe pas. Ici, c'est utils update source, et l'idée, en fait, c'est que cette fonction update source, son rôle, ce sera d'éviter de réécrire le fichier complètement à chaque fois. Donc, en gros, elle va recevoir une mise à jour, elle va gérer cette mise à jour directement, mais ponctuellement, quoi. Voilà, et donc en fait je lui dis ok, il y a une fonction qui s'appelle update source, donc tu me réécris la fonction quick, mais cette fois-ci en faisant ça.
Voilà, donc là, il y a l'opération qui se place. Donc en fait, là, le résultat de ce nœud quand il est exécuté, bah, en fait, c'est la nouvelle fonction. Et du coup, si on regarde ici ce qui se passe, bah, en fait, on va la voir et du coup, donc ça va être là, voilà. Donc là, en gros, il crée une liste avec des mises à jour. Il va rajouter un nœud, il va mettre à jour un nœud et ainsi de suite. Et après, on envoie ces mises à jour à HubUtils pour mettre à jour le canvas. Donc, oui. Donc du coup, cette fonction-là, elle vient d'être écrite par IA et en utilisant la fonction quick qui est chez moi. Donc ça, c'est mon travail. Et du coup, ça, c'est l'IA qui l'écrit. Et là, je peux le regarder. Ok. Donc maintenant, ce qui est chouette, c'est que du coup, je peux me servir de ça pour générer la fonction qui me manquait, à savoir update source. Voilà. Donc en fait, là, donc du coup, ce que je lui dis, c'est encore une fois, je suis un peu encore en train de caler les nœuds et tout ça et de voir un peu la logique, mais c'est un peu la démarche. Donc là, en gros, j'ai un nœud qui s'appelle création, qui appelle une fonction qui va du coup solliciter l'IA pour créer une autre fonction. Et lui, ce qu'on va lui dire, c'est qu'il y a une query utilisateur qui va donner un petit peu le contexte. Et pour un petit peu, disons, contraindre et maximiser les chances qu'on ait ce qu'on veut, en fait, je peux donner un exemple d'usage. Donc, je peux donner des nœuds dans lesquels il y a en fait, le résultat de fonction. Enfin, il y a des fonctions qui ont été créées. Donc, en fait, ce nœud-là, là où on dit 912 AE5, en fait, c'est le résultat de ce truc. Ça c'est ce numéro-là, ça c'est l'identifiant de ce nœud. Voilà, et donc en fait, du coup, lui, il va recevoir cette information et il sait qu'il faut qu'il regarde il faut qu'il regarde comme exemple d'usage la fonction qui est dans le nœud avec cet identifiant. Voilà, et donc en gros, ça lui donne une espèce de contrainte parce que du coup, il va y avoir une query utilisateur plus une information très pratico-pratique qui est celle du coup du code. Et donc grâce à ça, c'est suffisant. Voilà, on peut donner des éléments supplémentaires si on veut, mais en général, ça c'est suffisant pour que le modèle il produise ce truc-là. Voilà, et donc là, il produit la fonction update source. Et donc cette fonction, elle peut être automatiquement réintégrée. Donc j'ai des nœuds qui font ça. Voilà, j'ai des nœuds ici qui vont rajouter dans un fichier, qui vont mettre à jour un fichier, mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Voilà, et donc du coup, cette fonction, elle peut être réintégrée dans la base initiale. Et ça, en fait, ça vient de... en fait, c'est contrôlé comme architecture. Parce que si je posais cette question, disons, sans contexte spécifique au modèle de langage, ou en dropant trop de contexte spécifique, si je mets toute ma codebase ou si je donne juste un prompt, en fait, je suis pas sûr que... J'ai moins de chances que ça matche avec mon architecture, ma logique. Mais là, du coup, on utilise du coup du contexte pour s'assurer que ça fonctionne. Voilà. Et donc, voilà. Donc, du coup, cette fonction, elle est réintégrée dans HubUtils pour servir. Et donc maintenant, ce qui est chouette, c'est que je peux me servir de ce résultat. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je dis, OK, la fonction quick, c'est celle-là. Maintenant, j'ai sauvegardé l'autre fonction, je l'ai appelée quicksim dans un autre fichier pour tester. Et donc, ces deux nœuds-là, je vais les passer en fait à un truc qui s'appelle le guidelines transformation. Et en fait, c'est un nœud d'IA générative, dans lequel il y a de l'IA générative, qui va recevoir des fonctions qui étaient, disons, des fonctions références. Et comment est-ce que ces fonctions ont été transformées. Donc là, en fait, ce que je passe, c'est du coup, je lui donne quick et update source pour qu'il ait le contexte. Donc ça, c'est avant transformation. Donc ça, c'est les... Là, je vais calculer. Là. Voilà. Donc cet identifiant, c'est ce nœud-là. Voilà. Donc en gros, je lui donne ces deux informations et je lui dis après transformation, voilà à quoi ça ressemble. Et donc là, ce nœud, ce qu'il fait, ce nœud, je vais le lancer du coup. Je vais juste supprimer d'abord... Voilà, je vais supprimer le cache. Donc en fait là il n'y a plus de nœud de calcul. Et donc là maintenant je vais lancer ce nœud. Voilà. Voilà. Donc en fait là vu que j'ai supprimé le cache, en fait il va relancer tous les nœuds qui sont précédemment. Et donc le résultat de cette opération en fait c'est ces guidelines, ces directives de transformation. Donc ça devient une instruction. Et maintenant, en fait, j'ai un nœud qui s'appelle eval transformation. Donc là, ce que je fais, c'est que, enfin, juste avant, là, j'ai un nœud qui charge plein de fonctions. Donc je lui dis maintenant, tu vas me charger toutes les fonctions automatiquement qui sont dans HubQuick Heuristics. Donc toutes les heuristiques. Il y a des fonctions qui ne sont pas des heuristiques. Par exemple, myTest, ce n'est pas une heuristique. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va lui dire, OK, tu prends le résultat de cette opération, qui est donc une instruction, et on va le passer dans eval transformation, qui va en fait checker chacune des fonctions avec cette instruction et dire, OK, si ça, là, ça marche pas, là, ça marche pas. Et ensuite, grâce à ça, en fait, on peut prendre cette instruction et la passer dans Apply Transformation avec le résultat d'Eval Transformation qui va en fait dire au modèle, OK, les seules fonctions sur lesquelles tu dois les appliquer, c'est celles où il y a c'est celles qui ont été validées. Et donc là, par exemple, on voit qu'il y a plus myTest, il y a execute sequence. Donc là, en fait, c'est toutes les fonctions qui ont été créées. Et après, on peut les regarder. Donc du coup, maintenant, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais lancer ce nœud-là.
Voilà. Donc là, en fait, il est en train de vérifier est-ce que ça fonctionne pour chacune des fonctions. Voilà, donc ça prend une seconde. Voilà, et du coup, là, maintenant, on peut lancer Apply Transformation. Et là, je vais accélérer un petit peu, mais juste pour montrer la démarche. Voilà. Donc là, du coup, c'est le résultat des fonctions qui sont écrites. Et donc là, voilà, on va avoir upDutil. Donc là, en fait, il fait les updates conformément à la guideline qui a été donnée. Donc il n'y a plus la partie où on allait écrire tout le fichier à nouveau. Voilà. Et donc ça, en fait, il l'applique pour chacune des fonctions. Et à mon avis, en fait, le temps qu'ils finissent là, mais il y a énormément de cas, enfin, vraiment, où il y a de la valeur économique et tout, où en fait, on peut identifier la structure de la tâche. Et à mon avis, en fait, le fait d'avoir des agents qui sont génériques et qui fonctionnent que avec des prompts et beaucoup de contexte, à mon avis, c'est se priver de poches d'efficacité parce que là, il y a un côté systématique. Il y a un côté systématique, je pense qu'il y a moins de chances là que le modèle se trompe que si je lui lâche tout et qu'il doit faire une modification sur plusieurs, peut-être 1000 lignes. Il se peut que le modèle se trompe à un moment donné ou qu'il fasse un placeholder comme ils savent le faire. Ou, voilà. Donc à mon avis, il y a beaucoup de cas où en fait, à moins qu'on imagine des contextes où le développeur il met plus du tout les mains dans le code, il ne sait pas ce qui se passe, il ne connaît pas l'architecture, il n'a aucune idée du flux de données ou quoi que ce soit, bah, si on connaît cette information, c'est intéressant de l'utiliser. Et parce que du coup, elle augmente la fiabilité, elle augmente l'efficacité. Et je pense que du coup, avec ce genre de structure, où on va en fait contrôler des flux de données et l'IA, elle est intégrée dans des niveaux, enfin, elle est intégrée en fait de manière un peu chirurgicale pour travailler là où c'est pertinent qu'elle travaille. Et après, on a plein de structures complémentaires qui permettent en fait de bah, voilà, prendre ces résultats et réintégrer, et ainsi de suite. À mon avis, on peut gagner en efficacité. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si on est presque fini. Et voilà. Et donc après, en fait, une fois que c'est terminé, ben, on a des nœuds qui permettent de faire le display, donc de montrer ce qui a été fait. Mais je suis encore en train de travailler sur les structures de données et comment réintégrer ça de manière safe dans le contexte. Voilà, ben, c'est tout pour moi.